Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Nelson. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Ouais, tranquillement. Merci de venir me retrouver dans le bois de Vincennes par cette canicule. Ça va, on est à l'ombre. Ouais, ça va, on a un petit vent. Bon, en tout cas, je suis ravie d'avoir commencé à faire ta connaissance déjà en off, puisqu'on ne se connaît absolument pas. On va forcément faire une petite dédicace à Prosper, puisque moi, c'est via carrément. Prosper que je t'ai connu. Et il y a un truc que je vais dire avant. Blèche. Ouais. Ça vient d'où, ça ? Blèche, ça vient d'où ? Blèche, ça vient de l'association de 4 poteaux qui ont voulu créer un mouvement. Ok. Voilà. C'était quoi ce mouvement ? C'était un mouvement artistique, de communion entre artistes, j'ai envie de te dire, et où l'idée c'était de développer de l'événementiel, de la danse, de la musique, tout autour de ce concept Blèche qui est, si je le réduis en quelques mots, qui est on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Voilà. Parce que Blèche, ça veut dire, en vérité, Blèche, ça veut dire rien. Ok. Est-ce que ce concept, il a vu le jour ou pas ? Il a vu le jour, mais il s'est arrêté. Mais il a vu le jour, il y a eu de très bonnes choses qu'on a pu faire avec, et ça restera un très bon souvenir. Ouais. Pourquoi ça s'est arrêté, à ton avis, quand tu regardes en arrière, pour quelles raisons ? Facteur humain, c'était le moment, enfin. Ça s'est arrêté, pour plein de raisons. Le facteur humain, forcément, parce qu'on est 4 et que quand tu deals avec des personnes et les égos et le côté financier, et il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et qui ont fait que ça a duré quelques années et que au final ça s'est terminé parce qu'on était plus que 3 et on était beaucoup sur d'autres choses. Ouais. Et donc plus tant la priorité à ça. Ouais. Et je pense que pour le respect qu'on avait pour ce projet-là et l'engouement qu'on y mettait, on a vu qu'on était plus raccord. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est hyper juste. Je fais souvent, et peut-être que là déjà je vais commencer, mais je fais très souvent le parallèle entre les relations et le travail, parce que pour moi ça reste la même chose. Bien sûr. Et tu vois, ça me fait penser comme en relation amoureuse où tu peux choisir de forcer et de rester dans ta relation en te basant sur un contrat ancien, tu vois, du début de la relation, alors que chacune des deux parties, là vous étiez 4 puis 3, donc voilà, c'est 3 personnes avec des entités et des identités propres, évoluent. Et donc forcément, la capacité à est-ce que le projet on le fait évoluer ou est-ce que la relation on la fait évoluer. Et je sais pas si tu as déjà vécu ça dans ta vie, ce changement de cap en fait au sein d'une relation, et de finalement de te dire mais à quel moment j'ai pas pris le tournant, ou à quel moment tu vois on n'a pas vu et on n'a pas réajusté ça. Ouais, carrément. Bah carrément, c'est un truc que j'ai vécu aussi bien personnellement que dans le travail, plusieurs fois. Ouais. Et est-ce que t'en as tiré des enseignements ? Est-ce qu'il y a des choses que du coup, basées sur des expériences passées, t'as réinjecté différemment dans des expériences que t'as pu vivre, là actuellement, ou que t'as pu vivre même postérieurement ? Ouais, carrément. Je pense que c'est vachement important d'arriver à pouvoir se remettre en question, même sans qu'il arrive ce genre de choses-là. Alors quand ça arrive et qu'on doit faire preuve de pouvoir avaler sa fierté, de pouvoir, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous empêcher d'être à l'écoute, en vérité. Et du coup, oui, que ce soit des expériences personnelles, amoureuses, intimes ou dans le travail,
Ça m'a forcément permis de me rendre compte de choses qui m'étaient propres, en vérité, que ce soit la remise en question, que ce soit l'écoute, que ce soit juste l'acceptation de la personne en face de toi, elle est différente, elle a pas le même ressenti et c'est beau en fait. Et c'est cool en fait. Ouais. Parce que s'il y avait pas ça et qu'on croisait deux gens qui pensent exactement comme nous et qui fonctionnent exactement comme nous, ben on pousserait pas nous au niveau de son chacun, tu vois. Donc je pense que non, c'est de toute manière, même quand ça fait mal, c'est enrichissant. C'est bizarre de dire ça, mais c'est souvent quand ça fait mal que c'est enrichissant. En plus, ouais. Je dis pas qu'il faut passer par de la souffrance nécessairement, mais je trouve que c'est ces expériences-là, quand on reste pas trop longtemps dedans, tu vois, pour pas non plus se perdre dans l'expérience, c'est là qu'on grandit vraiment quand on choisit de le faire. Sinon, c'est t'évolues ou tu reproduis. Carrément. Il y a pas d'autre chemin. Et je l'ai vraiment vu. Moi, je l'ai vu même à titre personnel sur des relations, mais ça pouvait aller de mal en pis. Et je me dis, mais à quel moment, en fait, tu te rends compte que c'est toi le dénominateur commun et que oui, tu peux dire que genre, tu coches plein de trucs, bah, il n'empêche que là, tu te foires dans tes relations. Quand tu te foires dans tes relations, ça dit quoi de toi? Ça dit quoi sur toi? Est-ce que tu es dans ta vérité quand tu te présentes à l'autre? Parce que c'est bizarre aussi, tu vois, d'être le dénominateur commun et d'avoir tous tes amis, tous tes proches, toute ta famille qui comprend pas pourquoi c'est foiré dans tes relations. Tu te dis, c'est peut-être parce qu'en fait, je me montre peut-être pas telle que je suis et j'ai peut-être porté un masque faisant que j'attirais des personnes qui étaient là pour me montrer. Quand je porte le masque et quand on l'arrache, ça fait un peu mal, mais c'est pour du meilleur après, en tout cas du plus libre, du plus grand, du plus lumineux. C'est sûr. C'est quoi l'expérience qui t'a tout confondu? L'expérience qui t'a le plus fait grandir dans ta vie? L'expérience qui m'a le plus fait grandir, je pense que c'est mêlé entre l'arrivée de mon fils et la séparation avec sa mère. Ok. Il s'est passé peu de temps entre les deux? Il s'est passé peu de temps entre les deux, 2 ans et demi, un truc comme ça, 2 ans et demi, 3 ans. Et aussi bien l'arrivée de ce petit être, comment on se rend pas compte, comment c'est quelqu'un qui prend de la place, aussi bien émotionnellement que dans ton temps. Et pour moi, je l'ai vécu vraiment comme un cadeau. Ça arrivé comme j'imaginais pas pouvoir ressentir autant d'amour pur pour une personne. T'avais quel âge quand t'es devenu papa? 26, 27, ouais. Et puis c'était désiré, moi c'était désiré, ça faisait voilà, donc il y a ça qui m'a fait vachement grandir, qui m'a vachement adouci, qui m'a vachement calmé parce que je pouvais être très impulsif, pas violent ou quoi, tu vois, mais très dans tout, je partais au quart de tour, tu vois. Et ça, et puis cette séparation qui parce qu'en fait la séparation pour moi elle a été très dure à gérer par rapport à, non pas par rapport à mon ex-compagne, mais par rapport à lui, du fait d'être séparé de mon fils. Et ça a été une grande souffrance, un grand manque. De par déjà le manque de lui, le manque de jouer mon rôle de père. Ça aussi, ça a été très j'ai mis pas mal de temps à digérer, tu vois, de pas pouvoir l'amener à l'école, de pas pouvoir tu vois, de pas être là dans son quotidien en vérité. Et je pense que ça m'a fait beaucoup avancer parce qu'encore une fois, ça m'a beaucoup assagi, tu t'apprends à accepter les choses, t'apprends à te dire que ton malheur ou ton truc c'est aussi peut-être un mal pour un bien, et que lui en tout cas au final les années sont passées et il le vit très bien, et c'est ça le principal, et du coup de se mettre en plus en première, en pole position dans tout au niveau de tes sentiments, tes ressentis par rapport aux autres, mais aussi arriver à ok, c'est pas cool pour moi, mais en fait la personne concernée au final elle le vit très bien, et c'est mieux comme ça, donc il y a pas à lui faire ressentir que ça va pas, si ça va bien en fait. Et j'ai retrouvé mon rôle de père aussi dans ça, en tout cas
à une fréquence qui au final je m'en contente. Ouais. Et je suis plein de gratitude. Ouais. Et donc voilà. Mais je pense que oui, c'est cet enchaînement de deux expériences par rapport à Caïs, mon fils du coup, qui ont fait que ça m'a fait beaucoup avancer moi dans ma manière de vivre et d'entendre les choses et aussi dans mes relations. Parce que forcément, même l'arrivée d'un enfant, ça te pose aussi, en tout cas moi, ça m'a posé aussi face à mes parents. Oui, c'est bien ce que c'est. Ouais. C'est la question que j'avais en tête. Ouais. Comme tu parlais de ta place de père, je me disais c'est marrant parce que c'est vraiment ça qui est arrivé, tu vois. C'est ma place de père, mon identité en tant que père. Et du coup, je me disais comment toi tu voyais ton père quand tu étais enfant. Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as pu te dire en fait dans la projection de la paternité que tu n'avais pas encore, mais tu sais, dans les projections que tu en faisais. Juste pour voir le lien, justement, père-fils que toi, t'as connu en tant que fils, et là, père-fils, mais en tant que père. Il y a un truc très répétitif dans ma famille du côté de mon père au niveau des justement des papas et des aînés. Ok. Et il y a ce truc où à un moment donné la relation se perd et où il y a plus de contact. La relation se perd. Hein. Ouais. C'est drôle, hein. Et ça s'est répété de génération en génération. Putain, c'est fou. Et alors moi, comment je voyais mon père quand j'étais petit, bah pour mon père c'était mon super héros quand j'étais petit. Et puis après, il y a mes parents qui se sont séparés quand moi j'étais assez jeune aussi. Et puis lui qui a refait sa vie des années après. Donc je pense que j'ai plutôt bien vécu tout ça, j'ai plutôt bien traversé tout ça, mais c'est vrai que j'ai eu je pense des sentiments de déception à un moment donné où j'attendais plus de lui, où j'attendais qu'il soit plus présent, ou des choses comme ça. Mais surtout mon combat à moi, ça a été parce qu'il y a eu des années où on s'est pas parlé à plusieurs reprises. D'accord. Et du coup, mon combat à moi, ça a été de malgré tout ça, d'arriver à casser ce truc-là et de forcer le truc. Ça va, comment tu vas, on prend des nouvelles, on se voit, je viens te voir, je te ramène le petit, tu vois, et de créer du lien, quoi. Ouais, de créer du lien et puis de lui montrer qu'on n'est pas obligé de s'en vouloir. Tu vois, mais c'est vrai. On n'est pas obligé de s'en vouloir toute la vie et que je comprends aussi lui ce qu'il a vécu et que pour moi l'important c'est d'arriver à garder ce lien familial et de pas répéter parce que malgré toi t'en répètes déjà. Bien sûr. Moi il y a plein de trucs même juste du comportement de mon père que j'ai pas voulu réitérer ou répéter ou parce que je me voyais je le voyais venir, c'est naturel chez moi de certains réflexes et tout et où plus tu grandis plus tu dis non mais ça c'est mon père, tu vois. Ouais. Et du coup ça a été un challenge pour moi de en même temps me détacher de ça et en même temps me rapprocher de lui. Ouais. Tu vois. Ouais, tout à fait. Mais tu sais ce que je ressens, c'est juste que t'as brisé un cycle, quoi. Ouais. Vraiment, mais en le décidant. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est même pour les personnes qui vont nous écouter, on a tous des histoires qui se répètent dans nos familles, clairement. Mais je crois vraiment qu'on est co-créateur et qu'on a le pouvoir de décider si on choisit de le répéter ou pas. Alors bien sûr, quand on est petit, on choisit pas si nos parents restent ensemble ou pas. Par contre, plus tard, on a les clés pour choisir comment est-ce qu'on veut faire les choses et comment est-ce qu'on décide de se construire et d'utiliser ça justement pour pas que ça se recrée. Du coup, je comprends davantage pourquoi avec ton fils, avec Caïs, pourquoi la séparation, ça a été compliqué, parce que c'est peut-être aussi une peur qui venait se raviver de manière inconsciente, une peur qui était ancrée, et de se dire est-ce qu'on va perdre le contact, est-ce que lui va le vivre peut-être comme moi je l'ai vécu, est-ce que je vais le décevoir? Ah bien sûr, il y a tout ça qui remonte à la surface. De toute manière, je pense que en tout cas moi, ce qui m'est arrivé clairement, c'est que quand Caïs il est arrivé dans ma vie, j'ai reconnecté à moi mon enfant, à moi enfant aussi, tu vois. Totalement. Et du coup forcément t'as tous ces trucs là qui remontent et quand il arrive des situations comme ça que t'as connues enfant, bah forcément pas de la même manière, mais bon tu l'as vécu quand même, ça reste des traumas avec lesquels tu t'avances, tu vois. Et du coup
du coup, ouais, c'est vrai que tout ça, mais je pense que c'est très dur à faire ces chemins-là quand t'as pas conscience. Et je pense que la plupart des personnes subissent plus qu'elles n'ont conscience de ah là je suis en train de répéter, ou ah tiens ça ressemble à quand j'avais 7 ans et que truc, ou quand ma belle-mère elle est rentrée dans ma vie, ou bien quand sûr, tu vois, et à faire le lien avec des choses, tiens c'est bizarre, c'est un écho, une sensation de déjà vu, tu vois. Ouais. Mais toi, du coup, à quel moment t'as pris conscience de ça? C'était bien avant la naissance de ton fils où tu pouvais voir certaines choses, t'avais pris conscience? Ou est-ce que c'est vraiment cette arrivée, implosion d'amour, de sentiments et d'émotions qui t'a fait prendre conscience de plein de choses? Il y a un mix. Il y a un mix parce que le chemin qu'a fait ma mère quand mes parents se sont séparés petits, c'était d'aller voir une psychothérapeute. Moi, quand j'étais petit, qui est pas n'importe qui, parce que c'est Catherine Dolto. D'accord. Et du coup, je te montrerai après. Ouais, carrément. Et du coup, que j'ai notamment ensuite après moi amené mon fils aussi là-bas. Chez cette même personne. Et du coup, et c'est quelqu'un qui même si j'étais petit, qui m'a dit une phrase dans les quelques consultations que j'ai eues avec elle, qui a été très importante pour moi par rapport à ma vision de la famille et de tout ça. C'est Nelson, c'est toi qui vas briser les chaînes. Et du coup, elle m'a dit ça et ça m'est resté en tête, et j'ai vite compris que qu'effectivement il y avait ce truc répétition entre les pères et les aînés du côté de mon père, que il y avait cette peur de l'abandon du côté de chez ma mère, que tu vois, il y a plein de trucs comme ça que tu prends parce qu'on te les transmet, parce que ça fait partie de ton ADN familial. Bien sûr. Que si t'es pas ouvert à toutes ces choses-là de prise de conscience de ces choses-là, j'ai envie de te dire, dans la famille, c'est dur de faire le chemin. Et c'est pour ça que je te disais juste avant que il y a beaucoup de gens qui en ont pas conscience. Donc c'est super dur de faire le chemin. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a je dirais, ça m'a formé par rapport à ça. Et puis après, il y a des trucs sur lesquels tu restes pas convaincu, ou que tu t'es pas. Et je pense que l'arrivée du petit, ça m'a foutu les choses en grand sur la table. Et là tu peux pas nier, quoi. Ouais, c'est ça, plus possibilité de te voiler la face. Et genre là, le voile il saute, il s'arrache. Moi, ça m'a vraiment fait ça. Ouais. C'est chouette parce que tu vois, ce que je me disais pendant que tu parlais, je me disais que peut-être que ta réussite dans ta carrière, qui a quand même utilisé énormément et sollicité énormément ton corps, est en partie liée à le fait d'avoir coupé les liens. Parce que vu que ça se reproduisait, en fait, je réfléchis en même temps, bien sûr que je te parle, vu que ça se reproduisait en fait de génération en génération, tu peux imaginer les liens tissés, soudés comme des pactes même. Ouais. Et si t'avais pas coupé, j'imagine même pas tes genoux, plein de parties de ton corps, les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules, comme elles auraient été impactées. Donc je sais pas si t'as eu des grosses blessures dans ta carrière ou pas, si t'as envie d'en parler, mais je vois tellement le lien psychosomatique en fait entre la blessure et ce que ça nous dit, et que parfois quand tu disais oui les gens le subissent ou en ont pas conscience, parfois ça revient sur la souffrance qu'on disait un peu plus tôt, mais parfois il faut que ça passe par le corps aussi et par la blessure ou la maladie pour ouvrir les yeux. Ce que je souhaite à personne, mais des fois on est obligé d'aller là-dedans, tu vois, pour voir. Bah oui, j'ai eu des blessures. Moi je considère que j'ai eu de la chance. Je considère que j'ai eu beaucoup de chance avec les blessures, que j'ai été épargné, et souvent j'ai souvent eu ce truc-là chez des docteurs ou chez des spécialistes que je suis allé voir. Ouais, vous avez évité le pire. Tu vois, ça aurait pu être pire. Tu vois, bon après on les connaît, on sait comment ils fonctionnent, ce genre de personnes et tout, mais c'est vrai que pendant longtemps j'ai pas respecté mon corps. Pendant longtemps, j'ai pas respecté mon corps, je l'ai tiré et je l'ai poussé dans ces retranchements, aussi bien au niveau de l'entraînement que de la fatigue, du voyage, je me repose pas, j'enchaîne en soirée, le lendemain je suis là-bas, etc. Que je considère que j'ai eu des petites alertes, et que j'ai tout de suite fait ouh.
Ok, d'accord. Donc si là je fais pas attention, ça va faire mal. Et du coup, j'ai pas eu pire. Ouais, mais tu vois, t'avais l'alerte et tout de suite, tu réajustais. Ouais, ouais, T'es ouais. pas non plus allé forcer, parce que il peut y avoir aussi ce truc de, enfin, je trouve qu'on retrouve souvent, donc je te le projette pas dessus, mais qu'on voit souvent en fait dans les milieux artistiques une forme d'ego, prise de confiance, un peu trop, alors qu'en fait on n'est rien sans notre corps, tu vois. Mmh. Et il y a vraiment ce truc, pour moi c'est un deal, c'est le meilleur ami quoi. C'est si tu respectes pas ton véhicule, il t'emmène nulle part. Exact. Et c'est pas parce que t'es en haut de la montagne que demain tu seras pas en bas. Et je trouve qu'il y a une forme d'humilité et que le corps nous permet de toucher vraiment du doigt parce qu'on est hyper fragile en fait. Ah bah ouais, on est très fort mais on est hyper fragile. Bah pour rien, ça peut se casser. Hein. Bien sûr. Donc ouais, et puis quand tu travailles avec, effectivement, c'est ton outil de travail, donc ça devient ton rapport avec ton corps, c'est autre chose que j'allais dire que quelqu'un qui travaille dans un restaurant, mais il y a aussi ce rapport au corps, mais c'est juste que comme il est pas défini et qu'il est pas mis en avant, alors on va dire que ce genre de personnes-là, elles s'en rendent moins compte. Ouais. Mais alors que en fait non, tu vois, ils ont autant besoin de faire du yoga que nous. C'est clair. Mais du coup ouais, c'est ça, je pense que ça a été très important pour moi d'être à l'écoute aussi de ça et de grandir avec ça. J'ai eu des blessures qui m'ont handicapé pendant des mois et tout, etc. Et où tu dis ok, là je vais arrêter de jouer parce que ça peut être sérieux en fait. Ouais. Et voilà, et jusqu'à maintenant, je touche du bois. Ouais, c'est bon, on est assis sur un gros morceau de bois. Ouais. Là, on est bon. Surtout que ce que tu me partageais, c'est que en off, c'est que toi, t'as toujours dansé. Ouais. Et du coup, c'est tellement associé à ton identité. En fait, c'est qui suis-je? Je danse. Ouais, du coup, si tu peux pas danser, qui es-tu? Et j'imagine même pas en fait les questions que tu as pu te poser ou les peurs ou les doutes quand tu étais justement où tu pouvais pas exprimer à travers ton corps ce que tu pouvais. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'il y a eu des choses qui revenaient? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, peut-être un travail d'écriture qui t'a permis aussi d'avoir foi ou une forme de religion, de spiritualité? Qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments où tu pouvais pas exprimer ce qui était le plus naturel chez toi? Il y a plusieurs trucs. Je pense qu'il y a déjà un truc très fort en moi qui peut être une qualité comme un très gros défaut, c'est que j'ai tendance à vite enfouir. D'accord. Donc j'ai appris, si tu veux, à refouler des émotions quand je savais que ça allait me mettre dans tel ou tel état. Parce que je savais que j'allais pas pouvoir j'allais pas pouvoir gérer ça. Et du coup, mes périodes de blessure, notamment, c'est des périodes où t'es du coup en inactivité et pour moi, si je m'étais laissé aller à penser à mon inactivité, pardon, je pense que j'aurais pu craquer, tu vois, faire un burn-out, je sais pas, mais du coup, ce qui est marrant, c'est que les périodes où j'ai été blessé, je me rappelle pas comme étant blessé. Oh, c'est intéressant. Je l'ai pas vécu en étant blessé. Que j'ai porté une attelle, que j'ai tout ça, parce que dans ton mindset, tu veux dire, dans ta façon de voir les choses, tu disais pas que t'étais blessé. Non, je faisais pas le focus sur ça. Je faisais juste le focus sur prendre du temps pour moi pour être plus tranquille. Du coup, je vais pas voyager, je vais pas donc ça m'arrive pas souvent. Autant en profiter et sur mes autres passions, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit, tu vois, ces choses-là, et où en fait t'occupes ton temps à d'autres choses. Alors forcément, il y a des moments où tu vois où ça vient et tu te putain, t'es blessé, putain, tu vas pas pouvoir truc, et tu vois tel événement où t'aurais dû aller, ou normalement et puis vite je ferme la boîte pour que vas-y, je sois pas immergé, tu vois, submergé, pardon. Et donc du coup non, c'est des périodes qu'au final j'ai plutôt bien vécu, et comme je t'ai dit, il y avait ce truc toujours au-dessus de ma tête où j'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire. Donc en fin de compte, c'était pas si grave que ça. Donc ça va. Puis après, comme je suis une personne aussi qui essaye dans les moments où je peux être anxieux ou me poser des questions ou truc, être très aller toujours chercher beaucoup le positif. Bon, c'est vrai que c'est des trucs que j'ai plutôt bien
j'ai plutôt bien traversé au final. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant parce que tu parlais d'enfouir les émotions et quand je t'écoutais, j'avais presque pas l'impression que tu enfouissais des émotions, mais plutôt que tu faisais taire la boîte qu'on a tous, notre esprit est complètement fou et si on ne le maîtrise pas, on peut complètement, en fait, on peut foirer sa vie, mais totalement. Parce que c'est des pensées négatives qui reviennent, des doutes, des angoisses, des trucs qui nous appartiennent pas, des trucs qui nous appartiennent. Et j'ai pas l'impression que ce soit des émotions que t'enfouissais, mais plutôt des pensées négatives que tu faisais taire à des moments où t'avais conscience que ça n'allait pas dans le sens de ta réalisation. Exact. Et c'est marrant parce que ça me rappelle encore une autre phrase qui moi m'a beaucoup marqué. C'est une phrase de mon père pour le coup, et où je crois que j'étais au foot et que je sortais et que je m'étais fait mal. Je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait mis un tampon, un truc comme ça. Et le temps de rentrer à la maison, je lui disais j'ai mal. Puis il me disait à la maison je vais te masser, on va mettre de la crème, tout ça, etc. Mais en attendant, sur le chemin, il va falloir que tu dribbles ton esprit. Et cette phrase-là, elle m'est toujours restée parce que elle était aussi bien raccordée au foot pour moi me faire l'image et en même temps très claire tout de suite dans ma tête d'enfant où c'est ludique aussi, tu vois. Il faut que je dise à mon esprit que là ça va alors que en fait ça va pas. Mais du coup ça va aller puisque je vais lui dire que ça va et que je vais lui répéter en boucle. Et j'avais ce truc aussi où je me rappelle de ma mère quand j'étais petit qui à un moment donné je sais plus, je crois qu'on était en Guyane et donc là où on était, dans la maison où on était, il y avait pas d'eau chaude et où tu te douches à l'eau froide et tu dis c'est froid et elle te dit non, tu dis que c'est chaud. C'est chaud. Ça, j'ai chaud. Et puis le temps que tu te douches et que tu dis c'est chaud, le truc il passe quoi. Puis t'as fini ta douche et puis c'était pas si horrible que ça. Et je pense que ce truc là aussi, j'ai gardé beaucoup ce truc de dribbler ton esprit, dis-toi que ça va. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est duper parce que moi je dis toujours que la réalité elle n'existe pas, tu vois. On est là, on partage quelque chose, mais on pourrait demander aux personnes autour de nous, ils verraient pas la même scène que nous, ce qu'on voit, que nous, ce qu'on vit. Du coup, c'est quoi la réalité, tu vois? À partir du moment où tu te dis ça, qu'on a tous une vision de la réalité, on a tous des pensées différentes, on a cette faculté, je pense, en effet, d'utiliser notre faculté pour nous-mêmes, nous duper, mais pas dans le sens pour servir nos propres intérêts et pour duper les autres, mais beaucoup plus pour aller servir plus grand, en fait. Et je pense que c'est ça aussi la distinction à faire, quoi. C'est vraiment, en tout cas, ce que je peux ressentir dans ce que tu me partages, c'est que c'était la conscience de là, si je fais ça, ça me sert pas. C'est ça. Et dans le cas de la douleur, en effet, c'est prouvé scientifiquement que c'est le cerveau qui vient appuyer sur la douleur plus que la douleur en elle-même. Bien sûr. Donc, on a un petit truc quand même sadomaso en tant qu'humain qui est quand même bien prononcé, quoi. Je pense que si tu c'est des choix en fait, hein. C'est des choix c'est des décisions d'angle de vue. Tu vois, de comment tu te places par rapport à une situation, à un truc qui t'arrive et te dire je le vois comme ça. Ah voilà, et ça me fait chier et j'ai décidé que ça me fait chier et donc et puis ça peut être aussi ça fait chier mais c'est quoi la solution? Pour que ça me fasse plus chier. Tu vois, et je pense que dès que t'as ce mindset le plus vite possible, ça évite en plus de la perte de temps, tu vois, parce que c'est comme t'as dit, on peut vite facilement se prendre la tête tout seul, sans personne, tu vois. Seul, exactement, on a besoin de personne. C'est flippant d'ailleurs. Ouais. Et puis moi je le sais, par exemple, je le réalise qu'il y a des moments où je peux être super anxieux. Et ça, c'est un truc de mon père que j'ai hérité. Je le vois aujourd'hui, comment je le vois, j'ai vu comment il a fonctionné toute sa vie et tout, etc. Et où comment malgré son big ego, son big tout ça, et que le mec qui rentre dans une pièce, tu t'en rappelles toute ta vie, mais le gars sur des trucs, il est et ça aussi, ça a été un truc chez moi que j'ai senti monter et où il a fallu que je combatte, tu vois, et que je dise en fait, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie que ça me bouffe. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ou comment il faut que je pense, ou comment il faut que j'occupe mon cerveau pour que ça prenne pas le dessus. L'anxiété ressemble à quoi quand elle monte en toi?
C'est une forme, c'est un mouvement, c'est Non, moi, je vais tourner en rond. Je vais tourner en rond. Tu tournes en rond. Ouais, je tourne en rond dans ma tête. Ça veut dire qu'un truc qui va me prendre la tête ou quoi, il peut, et souvent, c'est sur des trucs que je contrôle pas, en plus. Ouais. Donc, c'est même pas, j'ai même pas un pouvoir de décision ou de, tu vois ce que je veux dire. Mais, voilà, ça m'impacte directement ou indirectement. Et donc, je vais mettre le doigt dessus et ça va m'obnubiler. Ouais. Je vais être dedans et je peux perdre des journées si je m'y laisse à y penser et tout ce que je dois faire va passer au second plan, quoi. C'est dans ma tête et du coup, vite maintenant, j'arrive à dire stop, tu vois. À reconnaître que c'est l'anxiété qui arrive, qui se pointe. Ouais. Et du puis coup, là, tu prends la tête et puis attends, de toute manière, tu peux pas contrôler. Ouais. Et puis tout ce qui est fait est fait. Et puis tu vois ces phrases-là un peu, je sais pas comment on dit, fataliste ou réaliste, mais qui font que bon, tu poses un constat sur le truc et que voilà, tu peux pas aller plus loin de toute manière. En fait, c'est factuel. Ouais. Sauf que la partie de toi qui s'active, elle est hyper instinctive. Et c'est comme si tu me parles en chinois et je te parle en arabe et on se comprend absolument pas. T'auras raison dans ta langue et j'aurai raison dans la mienne. Ouais. Et c'est juste ton petit enfant intérieur, je pense, qui ressent la perte de contrôle total et l'anxiété de plein de choses qui s'expriment. Et la partie de toi qui a appris à contrôler et plein de choses. Tes émotions, tes pensées, ton corps, ta posture, ton langage, plein de choses, tu vois. Là, elle essaye d'avoir un contrôle sur cet enfant, mais cet enfant, c'est pas de contrôle dont il a besoin. Il a peut-être besoin juste d'un câlin, d'être rassuré, etc. La frontière entre les deux, entre la victimisation et le fait d'avoir besoin d'être rassuré, elle est extrêmement fragile. Donc, je comprends le fait d'avoir besoin de contrôler, mais moi, j'entends juste dès que je contrôle pas, bah, ça me rend anxieux, en fait. Donc, j'apprends à contrôler, comme ça, je libère l'anxiété. Ah ouais, ouais. J'aime bien l'analyse. J'aime bien l'analyse parce que ça me correspond totalement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas c'est pas avoir le contrôle pour être le boss. Oui, dominer les gens. C'est avoir le contrôle sur mes émotions, en fait. C'est plus ça. Et c'est plus le fait de dire je vais pas me laisser avoir. Ouais. Tu vois, parce que ça peut me rendre je sais pas, ça peut me rendre triste, ça peut me rendre tout ça et même si je suis pas dans le truc de éliminer mes émotions et tout, parce que je suis quand même beaucoup à l'écoute de ce que je ressens et tout, etc. Mais je sais qu'il y a des modes dans lesquels j'ai pas envie de rentrer. Ouais. Je sais que ça peut prendre du temps, je sais que ça peut m'annuler des trucs pendant je sais pas combien de temps et puis pas te faire de bien au final, parce que ce que ça dégage de toi, en fait, c'est pas très très agréable, quoi. Ouais. C'est là où je dissocie en effet le fait de vivre sa tristesse et se perdre dans des pensées d'anxiété qui vont auto-saboter, venir faire baisser l'estime de soi, etc. Ouais, je fais la distinction entre les deux carrément, quoi. Exactement. Et du coup, c'est ça qui est marrant entre les hommes et les femmes, c'est il y a vraiment ce truc d'avoir besoin de contrôler le niveau émotionnel quand on est un homme. Ouais. Mais quand même de se mettre en relation avec des femmes qui arrivent avec toutes leurs vagues émotionnelles. Et là, d'un coup, ok, comment est-ce que deux mondes si opposés et si complémentaires peuvent, tu vois, danser, c'est le cas de le dire, danser ensemble. Et à mon sens, proportionnellement au travail que tu as fait pour contrôler tes émotions, il faut qu'en face, la personne, en fait, ait pu faire un travail, en tout cas, pour laisser s'exprimer ses émotions pour que toi, tu puisses le faire. Mais pas non plus, en fait, te tirer vers des émotions où toi déjà, t'as déjà mis des verrous, donc si en plus tu dois les gérer en face, alors que t'aimes la personne, c'est hyper compliqué. Ouais. Vraiment la relation homme-femme sur ça, en tout cas, sur ces deux, c'est vraiment des modes de pensée complètement différents. Alors une femme, elle va dire, ah mais je ressens ça, etc. Et le gars, il va arriver avec son truc factuel. Non, mais en fait là, c'est pas de truc factuel dont j'ai besoin. C'est vraiment hyper drôle. C'est vraiment, c'est du vu, revu. Ça se passe tout le temps. Et du coup, quand t'es en relation, moi je connais pas du tout ta situation personnelle et c'est pas l'objectif de parler spécialement là, mais globalement, quand t'es en relation, est-ce que du coup, le fait d'être avec des personnes qui t'amènent leurs émotions, qui sont là pour les vivre et qui les vivent, et que de toute façon, moi, de ce que je ressens, t'as une très forte sensibilité, donc je pense que tu attires aussi des personnes avec une forte sensibilité. Qu'est-ce que ça éveille ou réveille en toi?
Et est-ce que c'est facile pour toi avec l'autre, donc il n'y a pas de contrôle sur l'autre en fait, avec l'autre, de naviguer dans ces émotions que la relation, quand elle est profonde et sincère, fait remonter tout le temps? Ah, c'est le bordel. Voilà. En un mot, bordel. Pour résumer. Non, c'est le bordel, mais bon, c'est un beau bordel. C'est un beau bordel parce que au-dessus de tout ça, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a, en tout cas, quand les deux personnes sont sur la même longueur d'onde et ont envie d'avancer et je pense ont compris que le couple c'est un job de tous les jours. Quand les deux personnes ont compris ça et font les efforts pour pouvoir avancer ensemble et je pense que c'est de toute ça a toujours son charme, même si ça peut être compliqué, tu vois. Après, je te dirais que c'est beaucoup d'accueil, de communication, d'écoute, de bienveillance, sans ça tu vas pas très loin à deux. Déjà tout seul c'est compliqué, mais alors quand en plus t'as affaire à une personne qui a pas fini de régler ses traumas, qui sait pas comment faire, mais qui a de bonnes intentions, tu peux rester bloqué longtemps dans des relations qui t'aident pas au final. En fait, c'est parce que, je vais te partager moi ce que je ressens sur ça et ce que j'ai pu vivre, et tu me diras ce que toi t'en penses. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le potentiel de la relation, ce que ça pourrait être. Sauf qu'en fait, demain n'est pas acquis. Hier est souvent sujet soit à des embrouilles, soit de la nostalgie, soit c'était mieux avant, soit tu m'as fait ça et je te le ressors, tu vois. Donc en fait, il y a que le présent qui peut construire le futur. Et là où on projette, les femmes sont très fortes à faire ça. Là où on va projeter, tu sais, une futurisation de non mais tu sais, si jamais il est comme ça, etc., ça va bien le faire. On peut rester stuck dans la relation pendant très très longtemps. Et c'est à la base, c'est par amour, mais quand tu regardes loin, c'est par désamour de toi. Parce que si tu t'aimais vraiment, tu prendrais quelqu'un qui match avec toi parfaitement dans ton présent, et tu sentirais que si les actions et les mots ne matchent pas, il n'y aura pas de futur concret. Il y aura qu'une potentialité de la relation qui peut-être n'existera jamais. Peut-être que tu as vécu dans une autre vie, mais là, le ici et maintenant, il n'y a pas, quoi. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Et puis de toute manière, je pense de toute manière que la base du couple, ça reste de l'espoir. Tu sais, l'espoir qu'elle soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, que ça se passe comme ci, que ça se passe comme ça, et que quand t'es trop dans ça et que tu te laisses pas vivre, t'es pas capable de réaliser, de prendre conscience de ce qu'il y a devant toi, de ce que tu es en train de vivre et de ce que ça t'apporte concrètement, tu vois, si ça te fait avancer, si ça te fait stagner ou si ça te tire carrément vers le bas, tu vois, et puis t'as ceux aussi qui se confortent très bien dans une relation où ils stagnent. Et où c'est un choix, voilà. Ça va très bien comme ça et que ou qui ont pas plus d'ambition que ça, aussi bien dans leur couple que professionnel, donc ils sont pas prêts aussi peut-être à ouvrir certaines blessures, tu vois, certaines boîtes, etc. Et du coup, ça correspond en effet. Et moi, j'ai mis du temps avant d'arrêter de juger ça, tu vois. Parce que je comprenais pas. Je me disais pourquoi les gens restent. Ça se voit que ils n'ont plus rien à faire ensemble. Enfin, il y a rien, c'est flingué le truc. Tu vois. Et je comprenais pas parce que moi j'ai une valeur élévation qui est très haute. Donc forcément, si ça ne m'élève pas, si j'ai une discussion qui sert à rien, si je suis dans une relation qui ne sert à rien globalement et que moi j'apporte pas quelque chose à la hauteur de ma vibe, ça sert à rien. Et au final, j'ai compris que juste les gens font des choix, très souvent inconscients, mais ils font le choix en fait de rester là parce que c'est comme ça, c'est leur destinée. Et que moi je vais perdre toute mon énergie à essayer de leur montrer par A plus B que il serait mieux ailleurs, alors qu'en fait, qu'est-ce que j'en sais qu'il serait mieux ailleurs, quoi. C'est ça. Dans leur système de valeurs, sont probablement bien. C'est ça, c'est ça. Et ça leur va. Ils sont contentes. Ouais, exactement. Ils sont contentes et du coup, donc je pense qu'il y a ça aussi, ce truc
comme tu dis, ce match entre deux personnes, il est surtout au niveau pour moi de est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on veut aller au même endroit, est-ce qu'on veut faire et réaliser les mêmes choses, est-ce que ça je veux le faire tout seul ou on le fait ensemble et que ça pose pas de problème, ça est-ce que j'ai ma liberté dans mon couple, est-ce que toi t'en as besoin, est-ce que tu vois, et je pense que en plus toutes ces choses là elles évoluent avec le couple, elles évoluent avec toi en tant que personne. Donc il y a encore un double job qui se rajoute, c'est en plus de jobber tous les jours, c'est jobber avec ce truc qui fluctue et qui est amené à changer, parce que la relation que t'as quand tu te mets en couple avec quelqu'un et la relation que t'as quand ça fait 10 ans que t'es avec la personne, ça a rien à voir. Bien sûr. Ça a rien à voir. Donc il faut pouvoir faire les mises à jour de chaque côté, et puis des fois il y a des mises à jour où on voit qu'on fait plus les mêmes mises à jour. Dans tous les couples, à un moment donné, il y a ces questions-là qui se posent et ouais, c'est sain, et c'est sain d'ailleurs de se les poser. Mais je pense d'honnêteté, beaucoup de courage. Je pense que c'est pour ça qu'il faut pouvoir être honnête avec la personne avec qui t'es et avec toi-même dans la communication. Tu vois, et parce que la communication, c'est pas que se dire je t'aime et tout ça, c'est aussi et surtout, je pense, dans les conflits, dans les moments difficiles. Et puis mettre les discussions difficiles sur la table et arriver à en parler en mettant son ego de côté et en se disant la personne qui est en face de moi, elle est pas obligée de penser comme moi et je peux même continuer à l'aimer et ça peut même continuer à le faire alors qu'on n'est pas d'accord. Et même souvent parce que moi je vois les conflits dans le couple comme des moyens de mieux connaître la personne et des moyens pour la personne de se montrer encore plus qui elle est, tu vois. Carrément. Et parce que j'aime pas les masques. Et en fait, quand tu vois ça, pour moi, c'est comme évident que tu vas encore plus aimer la personne dans les deux sens, parce que si elle te permet de t'exprimer, toi, tu aimes encore plus ton partenaire, et du coup, tu t'aimes encore plus. Et toi, comme tu vois la vulnérabilité et le courage de la personne, tu dis waouh, j'ai confiance et je vois que la personne peut se montrer telle qu'elle est. Du coup, ça me donne confiance en l'avenir. Et je trouve que les conflits sont des mines d'informations incroyables, quoi. Carrément. Et puis il y a ce truc où de toute manière la personne je pense que la personne tu la connais vraiment souvent, tu sais, j'entends ces gens dire que ça fait 20 ans que ça fait 10 ans que je suis avec et je l'ai découvert au bout de 10 ans, au bout de trucs. Et je pense que en vérité, je pense que la personne tu la découvres quand elle est au plus bas. Quand elle est dans son dark et quand elle a plus de filtre et qu'elle est juste désagréable et que t'as plus envie de voir sa gueule et que c'est à ce moment-là, je pense, quand tu la vois dans son pire élément, dans sa pire version, que tu peux dire est-ce que je peux gérer ça ? Est-ce que je peux rester avec une personne qui dans son dark est comme ça ? Parce que là, ce sera pas pire. C'est ça. Après, c'est combien de temps dure le dark ? Si c'est 99% du temps, là, on sait, il faut prendre ses valises. Tu vois, mais quand c'est une période ou quoi, t'es capable de te dire, ok, donc c'est ça ta pire version, ok, bon, ça va, je peux matcher avec ça. Je peux dealer. Ou sinon, waouh, ah ouais, non, t'as fait des trucs que là, en fait, c'est pas moi. On n'a pas la même mentale. Limite, tu viens flinguer mes valeurs hautes et c'est on n'a pas les mêmes principes et non, tu vois. Et ouais, je pense que c'est ça. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je vis une relation où on s'est retrouvé dans je pense jusqu'à maintenant les pires versions de nous-mêmes. Ok. Tu vois. Ouais. Et où voilà, tu vois, c'était un daron aussi qui me disait ça un jour, qui me disait mets-toi avec la femme de qui tu acceptes les défauts. Ouais. Les pires défauts. Ouais. Tu vois. Et je pense que c'est un peu ça. Bien sûr, c'est solide en fait. Ouais. Après, c'est solide. Ouais. Ah ouais. Après, tu sais où tu vas normalement. Ouais. Bon, après, tout est amené à changer, mais. Ouais, tout à fait, mais c'est la connexion émotionnelle. Ouais. Et c'est celle qui est la plus difficile, entre guillemets, quand on n'a pas les clés et quand on se connaît pas bien soi-même, c'est celle qui est la plus difficile à amener. Mais dès que tu as la connexion émotionnelle, il y a quelque chose qui est de l'ordre de. Alors oui, il y a tous les aléas du couple humain, mais cette connexion émotionnelle, elle a une très très grande valeur. Et je pense qu'entre humains, on sait que c'est ce qu'on cherche, parce que c'est ce qu'on cherche depuis qu'on est petit. Exact. Et on peut pas vivre avec n'importe qui non plus, c'est important de le préciser aussi. On peut être globalement avec près tout le monde, je pense, avec plus ou moins des grands écarts, mais tu peux pas vivre avec n'importe qui. C'est un vrai choix, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a une dernière question que je voulais te poser par rapport à ton art, parce que tu vois, je connais pas vraiment bien le popping, mais de ce que je peux voir, j'ai l'impression que c'est
fluidité de la femme, mais l'impulsivité de l'homme. Et comme en fait tu m'as dit que ta maman était danseuse et que tu étais très impulsif, je me suis dit j'ai l'impression que c'est la discipline qui t'a choisi, quoi. Et que c'est pas toi qui as choisi la discipline. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme c'était. Bah c'est marrant que tu dises ça. Ah ouais. C'est super marrant que tu dises ça. Parce que je suis à côté. Non, parce que je l'avais jamais pensé comme ça. Oh. Je l'avais jamais pensé comme ça, mais pourtant il me semble que je l'ai dit il y a pas longtemps, comme ça. Sérieux? Que c'était ce style de danse là qui m'avait choisi et pas le contraire. C'est incroyable. Parce que en fin de compte je suis tombé dans ce style de danse parce que quand j'étais petit, j'imitais Michael Jackson. Et que au-delà des chansons et des musiques et tout, etc., c'était la manière dont il bougeait qui me fascinait. Et du coup, je l'ai reproduit comme ça pendant des années. J'avais 3, 4, 5. Et puis, jusqu'à ce que c'est resté comme ça, très naïf, jusqu'à, je sais pas, 12, 13 ans. Et où en fait je croise des gars les mouvements que je fais en fait c'est des waves, c'est du smurf, c'est du pop, c'est tout ça. Et voilà, donc t'as des masters dans ça et puis ces masters après en fait je les ai rencontrés quand j'avais 15-16 ans. D'accord. Et où en fait je me suis rendu compte que j'avais des comme enfant comme des aptitudes innées sur ce truc là où j'ai pour le coup, même si je me suis entraîné dur ou tu vois des heures et des heures dans des salles à revenir à je sais pas quelle heure du matin que ma mère elle comprenait pas ce que je faisais, mais j'ai jamais eu l'impression de me faire violence. Ça a toujours été mon choix et ça a toujours été j'ai jamais eu le sentiment de m'entraîner. C'est ouf. Ouais. Et pourtant voilà, tu sais que tu vas aller à tel championnat du monde, à truc, il faut que tu répètes, toi tout seul, toi avec les gars, t'es préparé, tel combi, tel ceci, tel cela. J'ai jamais vécu ça comme un truc. Je vois des sportifs, je connais des sportifs, ils vont à l'entraînement, ils en ont marre, quoi. Tu vois, ils sont fatigués. Tu pousses ton corps, tu truc. Et moi, ouais, tu sues, t'as mal, tu truc. Ah là, je me suis blessé un peu aujourd'hui. Ah ouais. Mais ouais. Et c'est vrai que j'ai ce sentiment-là où j'ai jamais été en difficulté. J'ai jamais été. J'ai dû sortir de mes zones de confort ou quoi, me mettre en danger sur des trucs, mais moi au niveau de mon entraînement, de ma pratique, de mon truc, ça a toujours été un truc super agréable et c'est vrai que c'est pour ça que j'en reviens à ce que tu disais, que ouais, j'ai vraiment l'impression maintenant quand je le vois comme ça que ouais, c'est voilà, j'ai vu ce mec-là à la télé et puis j'ai tout de suite reproduit ce qu'il faisait et jusqu'à ce que petit je faisais des spectacles de sosie de Michael, tu vois, c'était le truc. Donc ouais, et j'ai jamais eu l'impression de vraiment travailler mes moves en vrai. Ouais. C'est magnifique. Tu penses que c'est quoi ta mission sur Terre à travers ce don qui t'a été donné, que t'as cultivé bien sûr, hein. Tu fais quoi toi à travers la danse? C'est pourquoi? C'est marrant parce que j'ai toujours eu ce truc dans un coin de ma tête et je l'ai toujours enfoui pour le coup. Et je pense que ma mission sur Terre c'est de donner de la joie aux gens qui vont me regarder. C'est de donner ce moment de je sais pas, de distraction, d'oubli par rapport à tes problèmes de ta vie quotidienne ou de trucs, ou que quand t'as regardé une vidéo de Nelson ou que t'as vu Nelson danser pendant 1 minute, ça t'a fait du bien et t'as zappé tout ce qui pouvait te prendre la tête et limite ça t'a donné envie de danser. Ça t'a inspiré à, je sais pas, aller regarder ce que c'est ce style ou à n'importe quoi qui pousse à l'inspiration. Et je pense que c'est au-delà de tous les trucs techniques, la relation à la musique, tout ça, tout ce que je m'efforce de traduire dans mon corps pour que ce soit lisible pour les gens qui me regardent. Je pense que c'est ça. C'est leur donner du sourire. Et souvent, je regarde mes vidéos et je regarde les gens qui me regardent.
Ouais. Tu vois. Pour voir comment ça s'illumine, comment ils reçoivent. Comment ça réagit, à quel moment, pourquoi, tu vois. Est-ce que c'est par rapport au mouvement, est-ce que c'est par rapport au truc dans la musique, est-ce que c'est par rapport à, je sais pas, la tête que je fais, tu vois ce que je veux dire. Et je me tape des barres tout le temps parce que c'est incroyable. Moi, tu sais ce qui me vient sur ta mission, si je dois aller un cran plus loin. Allez. Je dirais qu'en fait, à travers ton art, tu réunis ton couple parental, ton père et ta mère. Ouais. Et que ça te procure très certainement de la joie. Oui, ça m'émeut. Ça te procure très certainement de la joie et que c'est ça que tu transmets. C'est comme si c'était ton enfant intérieur qui dansait. Mais carrément. Et c'est très bien dit. Honore ses parents. C'est très bien dit parce que ma mère c'est la danse, mon père c'est la musique et mon goal à chaque fois que je danse et j'ai encore parlé de ça il y a quelques jours quand un mec il me disait ouais mais toi au final t'as jamais poussé ça ou ça techniquement. Non, parce que mon goal c'était pas ça. Mon goal c'était de montrer la relation de comment la musique elle rentre dans mon corps, comment je la transmets. Magnifique. Et du coup de que les gens puissent capter même des choses dans la musique, même quand ils la connaissent, qu'ils avaient jamais capté. Tu vois, et qu'il fasse putain merde, j'avais jamais entendu ça dans le son, et le mec il me l'a fait comprendre en dansant, ou il me l'a fait entendre en dansant, tu vois. C'est ça, exactement. Voir, ressentir ou entendre. Ouais. parce que là où il y a un truc où mon père est dans la musique, où le mec il a écrit des livres sur les rythmes mandingues, tout ça, il est très pointu sur tout ça, et du coup c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours animé, tu vois, en moi cette perfection de relation entre la musique et sa traduction. Ouais. Tu vois. Ouais. Et du coup ouais, ce que tu dis c'est vachement bien dit en fait, parce que effectivement quand je danse et quand je me connecte à la musique, il y a ce truc très enfantin qui revient où tu ne penses à rien si ce n'est qu'à ça. Donc instant ultra présent, et il y a que dans le présent qu'on peut laisser aux autres l'opportunité de ressentir quelque chose. Exact. Il y a que dans le présent. C'est hyper beau. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qui n'aurait pas été couvert dans le podcast et que tu aimerais partager, ou est-ce que tu penses que tu es compris ? Non, je pense déjà que je suis allé dans des endroits où je pensais pas aller. Moi non plus, mais c'est toujours comme ça. Voilà, et donc c'est super. Merci à toi. Sincèrement de l'invitation. Merci de me poser des questions sur des sur des choses dont on n'a pas l'habitude de parler, enfin dont j'ai pas l'habitude de parler quotidiennement, et encore moins en interview. Et donc c'est cool, ça fait plaisir. Génial. Et la dernière question que je pose toujours à mes invités, c'est comment tu te sens dans ton corps et dans ta tête après cette conversation ? Trop bien. En plus, on a une petite brise là et tout, ça fait grave plaisir. Ok. Merci beaucoup Nelson, et je te souhaite all the best. Yes, merci à toi aussi.